Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 9, le pouce de l'ingénieur, suite. Sur le premier moment, je crus rêver. Serait-il donc possible qu'il y eût là une porte par laquelle je pourrais échapper à la mort ? Mais l'instant d'après, je m'étais élancé à travers l'ouverture et je tombais à demi évanoui de l'autre côté. Le panneau s'était immédiatement refermé derrière moi. Quelques moments plus tard, le bruit de la lampe qui s'écrasait puis celui des deux plaques de métal qui entraient en contact m'avertissaient que si le salut ne m'avait pas été miraculeusement apporté à la dernière minute, j'aurais déjà cessé de vivre. Je fus rappelé à moi par une vive étreinte autour de mon poignet, et je m'aperçus que j'étais allongé sur le dallage d'un étroit corridor, dans lequel une femme, penchée sur moi, cherchait à m'attirer de la main gauche en s'éclairant à l'aide d'une bougie qu'elle tenait de la main droite. C'était celle qui avait déjà si généreusement tenté de me sauver une première fois, et dont j'avais eu la stupidité de ne pas écouter les conseils. « Venez, venez !» me criait-elle d'une voix haletante. « Ils vont venir d'un instant à l'autre, et ils s'apercevront que vous leur avez échappé. Oh, ne perdez pas un temps si précieux. Venez, je vous en supplie, venez !» Cette fois, je vous prie de croire que je me rendis sans difficulté à ces instances, et m'étant remis tant bien que mal sur pied, je la suivis en courant le long du corridor, puis dans l'escalier tournant auquel il aboutissait. Cet escalier nous amena dans un large couloir, et à la minute même où nous y parvenions, nous entendîmes un bruit de pas précipités, accompagné de cris poussés par deux voix qui se répondaient réciproquement, l'une partant de l'étage où nous étions, et l'autre de l'étage au-dessous. La femme s'arrêta, regarda d'un air égaré autour d'elle comme si elle ne savait quel parti prendre, puis finit par ouvrir une porte qui était celle d'une chambre à coucher, à travers la fenêtre de laquelle filtraient de brillants rayons de lune. « Voici l'unique chance de salut qui vous reste, » me dit ma bienfaitrice. « C'est haut, mais vous pourrez peut-être quand même sauter. » Au même instant, une lumière apparut brusquement à l'autre extrémité du couloir, et je vis accourir vers moi la haute et maigre silhouette du colonel Lysander Stark, tenant d'une main une lanterne et de l'autre une arme qui ressemblait à un couperet de boucher. Je traversai la chambre d'un bond, ouvris la fenêtre et me penchai au dehors. Quel calme et quelle paix sur ce jardin baigné de lune! Et la distance qui m'en séparait ne devait guère dépasser 30 pieds. Je montais sur le rebord de la fenêtre, mais j'hésitais à sauter avant de savoir ce qui allait se passer entre ma bienfaitrice et le scélérat qui me poursuivait. S'il devait la brutaliser, ma foi, tant pis. J'étais prêt à tout risquer pour la protéger à mon tour. Cette pensée avait à peine eu le temps de me traverser l'esprit que le colonel était arrivé à la porte et cherchait à repousser la femme pour s'élancer dans la chambre. Mais elle lui noua aussitôt ses deux bras autour du corps en essayant de le retenir. « Fritz, Fritz !» s'écria-t-elle en anglais. « Rappelez-vous ce que vous m'avez promis la dernière fois. Vous m'avez juré de ne jamais plus recommencer. Il ne dira rien. Oh non, il ne dira rien. »« Vous êtes folle, Élise !» vociféra-t-il en se débattant pour lui faire lâcher prise. « Vous voulez nous perdre. Il en a trop vu. Laissez-moi passer, vous dis-je. » Il la rejeta de côté et, courant à la fenêtre, chercha à me frapper sauvagement avec son couperet. Je m'étais laissé glisser le long de la muraille et n'étais plus suspendu que par les mains au rebord de la croisée lorsqu'il me porta ce coup terrible. Je ressentis une douleur sourde, mes doigts s'ouvrirent et je tombai en bas dans le jardin. La chute avait été brutale, mais par bonheur, je ne m'étais brisé aucun membre. Aussi m'empressai-je de me relever et me mis-je à courir à toutes jambes à travers les massifs, car je me rendais nettement compte que je n'étais pas encore à beaucoup près hors de danger. Mais tandis que je courais ainsi, un violent étourdissement s'empara de moi et je me sentis défaillir. Mes yeux se portèrent vers ma main dans laquelle je ressentais de douloureux élancements, et c'est alors que, pour la première fois, je m'aperçus que j'avais le pouce tranché et que je perdais le sang en abondance. J'essayais de l'étancher en nouant mon mouchoir sur la blessure, mais tout à coup mes oreilles se mirent à bourdonner, et je tombai sans connaissance au milieu des rosiers. Combien de temps restai-je évanoui de la sorte, je ne saurais vous le dire. Fort longtemps sans doute, car lorsque je rouvris enfin les yeux, je m'aperçus que la lune était couchée et que le jour commençait à poindre. Mes vêtements étaient tout humides de rosée et ma manche trempée de sang. La douleur cuisante que me causait ma blessure me remémora, en l'espace d'une seconde, dans tous ses détails, mon aventure de la nuit, et je me remis vivement sur pied en songeant que je n'étais peut-être pas encore à l'abri des poursuites de mes ennemis. Mais en regardant autour de moi, je fus profondément étonné de constater qu'il n'y avait plus là ni maison ni jardin.
J'étais au coin d'une haie, sur le bord de la grande route, et je vis un peu plus loin un long bâtiment qui n'était autre, ainsi que je pus m'en rendre compte quand je m'en fus approché, que la station d'Eford où j'étais descendu du train la veille au soir. Sans mon affreuse blessure à la main, j'aurais pu croire que tous les horribles souvenirs qui hantaient mon esprit ne provenaient que d'un mauvais rêve. Encore tout étourdi, j'entrai dans la gare et m'informai de l'heure des trains. On me répondit qu'il y en avait un pour Reading dans moins d'une heure. Je retrouvai là le même homme d'équipe que j'y avais vu la veille et lui demandai s'il avait entendu parler du colonel Lysander Stark. Il me répondit que ce nom lui était inconnu. Je lui demandai ensuite s'il avait remarqué la voiture qui était venue me chercher la veille. Il me certifia que non. Alors je m'informai d'un poste de police. Il m'expliqua que le plus proche était à 3000. C'était trop loin. Malade et affaibli comme je l'étais, je me sentais incapable d'entreprendre une pareille marche. Je me résignai donc à attendre d'être revenu à Londres pour porter plainte. Il était un peu plus de 6 heures lorsque j'arrivai à Paddington. Mon premier soin fut naturellement d'aller me faire panser, et c'est alors que le docteur me proposa aimablement de me conduire ici. Maintenant que je vous ai conté toute mon aventure, dites-moi ce que je dois faire. Je m'en rapporterai entièrement à vous. Nous restâmes tous deux un long moment silencieux après avoir écouté cet extraordinaire récit. Puis Sherlock Holmes prit sur un rayon l'un de ces gros recueils dans lesquels il cataloguait ses coupures de journaux. « Voici, dit-il, une annonce qui ne manquera pas de vous intéresser. Elle a paru dans tous les journaux il y a environ 1 an. Écoutez bien. Disparu le 9 courant, M. Jeremiah Ayling, ingénieur en hydraulique, était sorti de chez lui à 10 heures du soir et n'a pas reparu depuis. Il était vêtu, etc. Ce devait être en cette dernière occasion que le colonel avait eu besoin de faire vérifier sa machine. « Grand Dieu !» s'exclama mon client. « Mais alors cela expliquerait ce que cette femme m'a dit ?» Sans aucun doute, il est bien évident que ce colonel est un individu flegmatique et résolu qui ne reculerait devant aucun crime pour empêcher qu'on ne découvre ses machinations. Il est un peu comme ces pirates d'autrefois qui, lorsqu'ils capturaient un navire, en faisaient égorger tout l'équipage, depuis le premier homme jusqu'au dernier. Eh bien, j'estime que si nous voulons tenter quelque chose, il n'y a pas de temps à perdre. Si donc vous vous sentez en état de le faire, je crois que le mieux que nous ayons à faire sera d'aller tout de suite à Scotland Yard. Ensuite, nous nous dirigerons vers Eford. 3 heures plus tard, nous étions tous dans le train qui de Reading devait nous conduire dans ce petit village du Berkshire. Il avait là Sherlock Holmes, l'ingénieur en hydraulique, l'inspecteur Bradstreet, un agent en bourgeois et moi. Bradstreet avait étalé à côté de lui sur la banquette une carte d'état-major de la région, et à l'aide d'un compas y avait tracé un cercle ayant Eford pour centre. « Voilà, dit-il, ce cercle représente un rayon de 10 000. Par conséquent, l'endroit que nous cherchons devrait se trouver quelque part sur cette ligne. C'est bien 10 000 que vous avez dit, monsieur, n'est-ce pas ?»« Approximativement, puisque le trajet en voiture a demandé une bonne heure. »« Et vous supposez qu'on vous a fait refaire tout ce trajet en sens inverse pendant que vous étiez évanoui ?»« C'est plus que probable. J'ai du reste vaguement souvenir d'avoir été enlevé à bras et transporté quelque part. »« Ce que je ne peux pas comprendre, dis-je, c'est qu'ils vous aient épargné lorsqu'ils vous ont trouvé sans connaissance dans le jardin. Il faudrait donc admettre que le misérable s'est laissé attendrir par les supplications de cette femme. »« J'en doute très fort, car jamais je n'ai vu à personne figure aussi dure qu'à lui. »« Bah, nous aurons au fait d'éclaircir tout cela, » répliqua Bradstreet. « Pour l'instant, ce que je voudrais bien savoir, c'est sur quel point de mon cercle se trouvent les individus que nous cherchons. »« Je crois, dit Holmes, imperturbable, que je pourrais facilement mettre le doigt dessus. »« Pas possible, s'écria l'inspecteur. Mais alors, votre opinion est déjà faite. Eh bien, nous allons voir un peu qui tombera d'accord avec vous. Moi, j'opine pour le sud, parce que la population m'y paraît plus clairsemée. »« Moi pour l'est, déclara mon client. »« Moi pour l'ouest, rétorqua l'agent en bourgeois. Il y a de ce côté-là pas mal de hameaux perdus. »« Et moi pour le nord, affirmai-je, car c'est une région peu accidentée et notre ami nous a dit que la voiture n'avait pas monté de côte. »« Eh bien, s'écria en riant l'inspecteur, voilà ce qui s'appelle une diversité d'opinions. Nous nous sommes partagés les 4 points cardinaux. Alors, à qui accordez-vous votre voix, monsieur Holmes ? » ?»« Vous avez tous tort. »« Tous ? Mais comment ? Ce n'est pas possible. »« Si, c'est possible. Voici l'endroit que je désigne, moi, dit mon ami en posant son doigt au centre du cercle. C'est là que nous les trouverons. »« Mais le trajet de 12 000 que j'ai effectué,
dit Atherley interloqué. Rien de plus simple. 6 à l'aller et 6 au retour. Vous avez déclaré vous-même que lorsque vous étiez monté, le cheval était frais et avait le poil luisant. Comment aurait-il pu être en si parfait état s'il venait de parcourir 12 milles sur de mauvaises routes? Après tout, c'est peut-être bien le truc qu'ils ont employé en effet, repartit pensivement Bradstreet. On voit bien à quel genre d'individu nous avons affaire. Assurément, opina Holmes. Ce sont de faux monnayeurs qui travaillent en grand, et leur machine leur sert à former l'alliage qu'ils substituent à l'argent. Il y a un certain temps déjà que nous connaissions l'existence de cette bande, poursuivit l'inspecteur. Elle a mis en circulation des milliers de pièces d'une demi-couronne. Nous avons même relevé ces traces jusqu'à Reading, mais il nous a été impossible de pousser plus loin, car à partir de là, toutes les pistes étaient brouillées, et si adroitement que ce ne pouvait être que par des gens de métier. Cette fois, grâce à cet heureux hasard, je crois que nous les tenons. Mais en cela, l'inspecteur se trompait, car les criminels en question n'étaient pas destinés à tomber entre les mains de la justice. Au moment où notre train atteignait la station des Ford, nous vîmes, non loin de là, une gigantesque colonne de fumée qui s'élevait au-dessus d'un bouquet d'arbres et s'étalait ensuite en un immense panache sur toute la campagne environnante. « Il y a un incendie dans le pays ?» s'informa Bradstreet tandis que notre train repartait. « Oui, monsieur, » lui répondit le chef de gare. « Quand s'est-il déclaré ?»« Il paraît que ça brûlait déjà cette nuit, monsieur, mais le feu s'est propagé depuis et on dit qu'il gagne maintenant toute la maison. »« À qui appartient-elle, cette maison ?»« Au docteur Becher, monsieur. »« Dites-moi, » intervint l'ingénieur, « le docteur Becher n'est-il pas un Allemand très maigre avec une figure en lame de couteau ?» Le chef de gare eut un gros rire. « Oh non, monsieur, le docteur Becher est anglais et il n'existe personne de plus ventru que lui dans le pays. Mais il a chez lui quelqu'un, un malade en traitement, d'après ce que j'ai compris, qui est étranger et à qui quelques bons beefsteaks ne feraient sûrement pas de tort. » Nous laissâmes là le chef de gare et partîmes incontinents dans la direction de l'incendie. Après avoir gravi une légère côte, nous aperçûmes en face de nous une importante construction aux murs blanchis à la chaux, d'où s'échappaient des flammes par toutes les fenêtres et dans le jardin de laquelle 3 pompes en pleine action s'efforçaient vainement de combattre le sinistre. « C'est là !» s'écria tout à coup Atherley en proie à la plus vive surexcitation. « Voici l'allée de gravier, et voilà les rosiers au milieu desquels je suis tombé. Tenez, c'est par cette fenêtre du second que j'ai sauté. » « Eh bien, en tout cas, répliqua Holmes, vous pouvez dire que vous êtes bien vengé. Je comprends maintenant ce qui s'est passé. Votre lampe, en s'écrasant dans la presse, a mis le feu aux parois en bois de la casemate, et ils étaient sans doute si occupés à vous chercher qu'ils ne s'en seront pas aperçus à temps. Maintenant, ouvrez l'œil et tâchez de voir si vous ne remarquez pas, parmi la foule des curieux, vos chers amis d'hier soir. Mais j'en doute, car je crois plutôt qu'ils sont déjà loin. » Et de fait, les craintes de Holmes se réalisèrent, car jamais plus depuis l'on n'entendit parler de la jolie femme, ni du sinistre allemand, ni du taciturne anglais. De bon matin, ce jour-là, un paysan avait rencontré une voiture dans laquelle étaient entassées plusieurs personnes et plusieurs caisses volumineuses qui s'éloignaient rapidement dans la direction de Reading. Mais que devinrent-ils ensuite ? Personne ne le sut jamais, et Sherlock Holmes lui-même, en dépit de son ingéniosité, fut contraint de s'avouer battu. Les pompiers avaient été fort surpris par l'étrangeté de l'aménagement intérieur de la maison, mais ils le furent encore bien davantage en découvrant, sur le rebord d'une des fenêtres du 2e étage, un pouce humain récemment tranché. Vers le soir, pourtant, ils furent récompensés de leurs efforts et parvinrent à se rendre maîtres du feu, mais sur ces entrefaites, le toit s'était effondré et les dégâts étaient si considérables qu'il ne restait plus que d'informes vestiges de la machine qui avait si bien failli coûter la vie à notre ami l'ingénieur, c'est-à-dire quelques cylindres crevés et quelques tuyaux tordus. On retrouva de grandes quantités de nickel et d'étain emmagasinés dans une dépendance de la maison, mais il n'y avait aucune pièce de monnaie nulle part, ce qui tendrait à expliquer à quoi avaient servi les volumineuses caisses auxquelles il a été fait allusion. Jamais nous n'aurions connu le mot de l'énigme en ce qui concerne la façon dont l'ingénieur avait été transporté du jardin jusqu'à l'endroit où il avait repris ses sens, si l'humidité du terrain ne nous l'avait révélé. Les empreintes que nous y relevâmes prouvaient clairement en effet que 2 personnes avaient coopéré à son enlèvement. L'une aux pieds singulièrement menus, l'autre aux pieds excessivement grands. Sans doute le taciturne anglais, plus pusillanime ou moins criminel que son compagnon, avait-il aidé à mettre hors de danger le blessé évanoui.
Eh bien, conclut d'un air sombre l'ingénieur tandis que nous nous installions dans le train qui allait nous ramener à Londres. Voilà une aventure qui ne m'aurait pas été précisément profitable. J'y ai laissé mon pouce, j'y ai abandonné l'espoir de gagner 50 guinées qui m'auraient rendu un précieux service, et en somme, j'aurais mieux fait de me tenir tranquille, car j'avais plus à y perdre qu'à y gagner. Pardon, protesta Holmes en cherchant à le faire rire. Vous y avez du moins acquis quelque expérience, et en somme, ce n'est pas à dédaigner, car dorénavant, il vous suffira de relater votre aventure pour passer immédiatement pour un conteur émérite.